Bonjour et bienvenue sur Balado Roller, le podcast de rollerenligne.com. Je suis aujourd'hui avec mon compère Alexandre et aujourd'hui notre invité est Greg Pinto. C'est la deuxième partie de cette interview. Si vous n'avez pas écouté la première partie, nous vous invitons à aller voir le balado précédent dans lequel nous parlions de son parcours roller. Aujourd'hui, nous allons parler avec lui de son parcours professionnel. Si on passe maintenant un peu plus sur ton côté professionnel, tu dis que tu as réussi à faire des stages et à toujours travailler dans le milieu du roller. La première chose que je voulais savoir, c'était est-ce que ça a été compliqué d'aller travailler, d'aller faire un stage chez Benetton ou d'aller travailler dans des magasins de roller et tout? Enfin, est-ce que tu as toujours voulu faire ça, mais est-ce que ça t'a demandé, je sais pas, de la persévérance ou pas? Ou est-ce que ça s'est fait naturellement Alors, c'est une bonne question parce que ça s'est fait. Il y a eu une dynamique à lancer. Et c'est souvent ça. Ça a été la même chose après, par la suite, avec Seba, avec Universkate. Il a fallu lancer, il a fallu le mettre. J'aime bien dire ça, c'est qu'il a fallu commencer à faire tourner la roue. Une fois que la roue, elle tourne, il y a une certaine inertie qui est mise en place. Et du coup, c'est plus facile. Et c'est vrai que c'est souvent dur de commencer. Donc oui, bon, au début, le tout premier shop, j'ai bossé à Vertical Line. Je pense que ça s'est fait parce que j'étais déjà sponsor là-bas. Et puis, chercher du monde pour la loc. Et ça s'est fait petit à petit. J'ai dû travailler que le samedi. Ça s'est fait. Après, j'ai eu une période un peu en creux. Je me souviens que j'avais un peu galéré à bosser à Nomad. À l'époque, j'imagine que tout le monde voulait bosser là-bas. Et que il y avait pas forcément besoin de monde. En plus, ils avaient une bonne équipe déjà. Il y avait des bons vendeurs là-bas. Donc il y avait pas nécessairement besoin de monde en plus. Donc voilà, mais j'ai eu un créneau, puis j'ai bien voulu travailler. Je me souviens que je me suis fait bouler. J'ai voulu travailler à l'époque. Je crois il y avait GoSport, je crois qu'il y avait un GoSport qui s'était monté rue de Rivoli. Il m'avait boulé. Il y avait un rayon roller. Pourtant j'avais été, donc ça n'a pas été forcément facile, mais Roller Station, j'avais pas. Bon, j'étais jeune encore, mais j'avais pas eu ma chance là-bas. Mais t'as pas essayé à Hawaï? J'ai pas fait Hawaï. J'ai fait Ilios. J'ai fait Vertical Line. J'ai fait Nomad. Ouais, voilà. J'ai fait ça. Disons que quand j'ai eu un créneau, je l'ai saisi. Ça n'a pas été nécessairement facile. J'arrivais à vivre quand même, tu vois. Je faisais entre-temps, si je travaillais pas le week-end en magasin, bah, j'ai fait, je sais pas, des figurations. Je faisais pas mal de figurations sur les séries, les films et tout. J'avais fait, je sais pas, j'avais même eu un moment de gloire où je passais tous les jours à la télé. Pour une pub, pour des assurances, j'avais fait la fierté de mes parents à l'époque, parce que c'est vrai qu'il faut dire quand même. Il faut dire quand même que avant ça, mes parents ils m'ont souvent répété non mais arrête de faire du roller, travaille à l'école. Et comme une bonne tête de mule que je suis, j'avais fait que ce qui me plaisait. Et du coup, j'avais eu mon moment de gloire donc en 2003, je crois 2003-2004, où je passais sur toutes les chaînes tous les jours pendant 2-3 ans. Et en même temps, j'avais été embauché chez Nike. Là, mes parents ils ont compris, ils m'ont dit ah ok d'accord, donc bon ça va, tu t'assumes, tu gères, c'est bon, t'es en chemin pour faire bien quoi. Donne-nous le nom de l'assurance là qu'on puisse jouer aux enfants de la télé. GMF Roller. GMF Roller, d'accord. C'était sympa, hein, c'était une super expérience. Hein. Franchement, j'avais bien aimé. Ouais, c'était ça. Alors là maintenant, tu as prononcé un mot qui va nous intéresser tous les deux. Tu as prononcé le mot de Nike. Il y a Alexandre, vous ne pouvez pas le voir, mais il fait oui de la tête très fortement. Alors là, il faut que tu nous racontes, on veut en savoir plus sur cette expérience Nike Bauer. Comment tu en es arrivé à travailler là et qu'est-ce que tu faisais là-bas en fait? Donc, je travaillais à Nomad à l'époque. Et Nomad, c'est toujours un monument du roller. Hein, mais à l'époque, même pour Nike, c'était quand même intéressant pour eux d'aller voir, mais qu'est-ce qui se passe? Comment un petit magasin comme ça, il peut vendre autant? J'imagine que c'est ça qu'ils ont dû se dire. Mais les chiffres en France, ah ouais. Les chiffres à Paris, ah ouais. Mais qu'est-ce qui se passe à Paris? Pourtant, il n'y a pas d'Intersport, il n'y a pas de GoSport, il n'y a pas de je sais pas quoi qui vendent beaucoup de rollers. Comment ils font? Et ils ont dû se poser des questions. Et puis un jour, c'était en semaine. Là, pour le coup, je travaillais en semaine. Je pense que j'étais à plein temps à Nomad à l'époque. Ça devait être en 2001, du coup, parce que j'ai bossé à Nomad entre 2000 et 2001. À plein temps, c'était en semaine et il y avait à peu près personne dans la boutique. Donc c'était voilà. Et d'un coup, dans l'espace de 5 minutes, je vois, je sais pas, 10 personnes habillées Nike de tout en haut, tout en bas.
Et puis moi j'étais à l'atelier à l'époque, donc j'étais vendeur, mais j'étais à mon poste, c'était l'atelier, donc j'étais à l'atelier. Et puis je sais pas, il y a un vendeur qui va les voir, il se passe ok, merci, rien, ils repartent. Un autre vendeur, non, moi c'est bon, on fait que regarder et tout. Et puis, moi, à un moment, j'ai pris ma chance parce que j'ai entendu parler anglais, donc j'ai dû sauter dessus un peu en anglais en disant, ouais, blablabla. Et puis, j'ai commencé à leur expliquer un peu l'essence du roller parisien. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. C'était le début du mouvement FSK, donc ils étaient au courant de ça les intéressait. Et puis, je leur ai raconté un peu notre histoire du roller. Et puis, entre guillemets, je les ai un peu accrochés, quoi. Et au bout de, je sais pas, 5 minutes, j'avais tout le monde autour de moi. Et puis, j'ai expliqué un peu qu'est-ce que c'était le roller, quoi. Ou qu'est-ce que c'était notre roller, quoi. Et puis on a gardé contact. Quand ils sont partis, voilà, donc je leur ai expliqué un peu qu'est-ce que le roller, qui roule, qu'est-ce qu'on fait quand on roule, qu'est-ce qu'un bon patin, qu'est-ce qu'on veut. Et puis j'avais dû leur dire parce que je savais qu'ils avaient fait des patins à l'époque qui étaient pas bien du tout. Ils avaient des chaussures hyper, des patins de fitness, donc hyper souples, avec un châssis hyper long. C'était pas du tout ce qui correspondait au freeride, quoi, ou au free skate. Et du coup, je leur avais dit, bon, les gars, c'est ça qui manque un peu aujourd'hui, il y a ça à faire, etc. Donc j'étais assez motivé pour leur expliquer des trucs, quoi. Et puis ils sont partis, il y en a un qui m'a laissé sa carte. Et puis petit à petit, j'ai fait un peu à distance du consulting, quoi, tu vois. C'était le début d'Internet, donc je me souviens, j'étais sur mes emails, j'étais revenu chez mes parents, parce que bref. Mais je me souviens que j'étais dans le salon de mes parents pendant des heures à écrire des mails, tu vois, à expliquer, faire des briefings, expliquer. J'ai fait un peu du consulting en leur disant voilà, je leur ai un peu montré tout ça. Et puis en fin de mail, je mettais toujours un truc, ouais, si vous en voulez plus, bah n'hésitez pas, on peut faire un contrat, ou on peut faire un truc, si vous voulez, on peut faire un truc. Et un jour, ça s'est fait de fil en aiguille. Ils m'ont dit il y a peut-être un créneau pour toi, il y a peut-être un truc à faire, mais c'est en Allemagne. Et à l'époque, moi, je parlais pas allemand, mais comme j'avais eu la chance de parler anglais très tôt, j'étais assez bon, je parlais espagnol pas trop mal, enfin même plutôt bien. Ouais, ils m'ont dit, bon, il y a un truc pour toi, mais c'est en Allemagne. J'ai dit, pas de problème, moi, ça me dérange pas, je suis prêt à tenter le truc. Ils cherchaient un chef de produit pour développer une gamme freeride, quoi, FSK un peu, tu vois. Donc moi j'avais briefé un peu le truc. Je me suis dit, vous avez Bauer, les gars, vous avez des super patins de hockey. Il faut partir de cette base-là. Vous êtes connus pour Bauer, ça ferait une super base de freeride. Il faut juste changer ci, changer ça. Et puis on va pouvoir faire un truc canon, quoi. Et c'était vraiment bien. Et donc du coup on avait commencé à développer un patin. Donc ça a pris du temps. Un processus de développement partir de zéro, ça prend toujours beaucoup de temps. Et je me souviens que juste avant ça, au tout début, ils avaient une gamme qui s'appelait Endorphin, qui était des chaussures, des rollers où on voyait la bulle d'air, qui n'était pas fonctionnelle d'ailleurs, soit dit en passant, mais elle était là. Et puis donc ils avaient ça, et puis ils avaient un nouveau concept qu'ils avaient développé juste avant que j'arrive, les premiers patins qui étaient en train d'arriver. Donc en 2003, qui s'appelait la gamme Shoes, où l'idée c'était de faire un peu un chausson. Donc pas du tout le concept freeride, c'était encore une fois leur concept, tu vois, super mou, super confortable. En tout cas, c'est ce qu'ils voulaient faire, mais pas du tout adapté au marché. Donc quand je suis arrivé là, c'était le lancement de cette gamme-là. Donc ils ont commencé à lancer cette gamme-là. Et puis ils ont essayé de commencer à la vendre en parallèle du développement qu'on était en train de faire pour la gamme qu'on avait, la gamme freeride, quoi. Voilà, donc ça s'est plutôt bien passé. Moi, j'avais quelques connexions. Donc à l'époque, j'avais branché Jean-Claude L'Ancien. Je sais que vous en aviez parlé avec Hakim. Oui, avec Hakim, mais avec Eric aussi. Ouais. Avec Eric aussi, ouais, bien sûr, avec Eric aussi, parce qu'il avait bossé à Huawei, je crois. Donc du coup, moi, je l'avais rapatrié un peu pour qu'il fasse le rep pour Nike. Donc voilà, il avait commencé à vendre ça un peu. Donc on avait commencé à vendre ça, et petit à petit, voilà, ça s'est fait. Donc nous, on avait pas mal avancé. On était arrivé jusqu'à la fin du projet. Donc on avait une gamme de patins, on avait 3 modèles, on était parti sur de l'UFS, donc un patin de hockey un peu typé avec quelques changements. On avait mis
un slider sur le côté. On avait mis une super platine aussi avec une base hyper large pour avoir vraiment un bon maintien, châssis court, bas. Enfin, on avait fait on avait fait une gamme super bien, quoi. Je me souviens, on avait fait la gamme 360, 540, 720, tu vois, on était arrivé au bout du concept, sauf que je ne veux pas aller trop vite pour dire ça parce que ça va déclencher beaucoup de choses, mais en gros, quand je suis arrivé, ils ont lancé la gamme Shoes en parallèle, donc ça c'était 2003, et ils ont eu énormément de commandes, notamment, mais pas que, en Corée. Et ils ont eu une grosse commande de Corée avec des montants démesurés. Bah, ils ont produit ça, ils ont produit plusieurs centaines de milliers de paires. Plusieurs centaines de milliers de paires, ça, c'est un chiffre. Enfin, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme ouais, ici. c'est clair. Même pour Rollerblade, même pour tout le monde dans l'industrie. Mais eux, écoute, ils avaient une grosse commande, ils étaient ravis de l'honorer, très bien, quoi. Entre-temps, le marché coréen, notamment, mais pas que, parce que c'était la fin de la période phase du roller, donc 2003-2006. En parallèle, c'est le moment où Salomon a arrêté. Ils avaient lancé le concept FSK, mais bon, ça avait décollé, mais pas suffisamment pour pallier je vais pas dire la chute, mais à la catastrophique baisse qu'il y a eu au début des années 2000, où Rossignol a quitté le marché, tous les grands noms du roller partaient. Donc il y avait Rossignol qui est parti, il y a Salomon qui est parti. Je crois qu'Hypno, ils avaient arrêté aussi, alors que quand même, ils avaient un patin détachable pas mal. Et c'est le moment où les industriels sont partis parce que les chiffres ne suivaient pas. Et donc, du coup, ça, c'est mon projet chez Nike qui s'est transformé de chef de produit, développer des produits, développer une gamme et tout. Ah, et ben les gars, on a un énorme inventaire. On a des centaines de milliers de paires à vendre. Les gars, maintenant, il faut les vendre parce que sinon, ça va être la galère. Donc, du coup, là, je me suis j'ai changé un peu ma mission et du coup, je suis devenu commercial. J'avais pas le choix, tu vois, on était obligé de vendre ça, quoi, parce qu'il fallait bien vendre les patins qu'on avait produits. Donc, je suis resté au total 3 ans chez Nike. J'ai dû passer un an et demi à développer les produits et le reste à vendre les produits existants, quoi. Donc en parallèle de la gamme Shoes qui marchait pas, il y avait quand même de la demande sur les anciens endorphines qui eux marchaient pas hyper bien mais qui se vendaient. Donc je faisais des deals sur des endorphines, je faisais des deals avec des Shoes, enfin avec la nouvelle gamme. Donc du coup je suis passé aussi à ce côté vendre, et donc j'ai appris, merci Sacha Schwab, mon boss là-bas qui m'a donné la chance, qui m'a donné ma chance là-bas, à créer des structures de prix, adapter des listes, comprendre comment ça marchait, comprendre qu'est-ce qu'une marge, comprendre un réseau, qu'est-ce qu'un agent, qu'est-ce qu'un rep, qu'est-ce qu'un distributeur, combien les shops font de marge, etc. Donc je suis rentré dans une notion beaucoup plus structurelle. Business. Ouais, et vraiment fondamental, business fondamental. Donc là, j'ai compris vraiment vraiment ce qui se passait. J'avais déjà une approche un peu, tu vois, en magasin, j'avais bien compris, j'avais déjà fait le tour de quelques magasins, j'avais compris un peu comment vendre, j'avais compris comment réparer, qu'est-ce qu'il faut, j'avais compris un peu les besoins, mais là, je suis passé un peu dans une autre dimension, quoi. J'ai dû, par la force des choses, développer d'autres compétences. En fait, il y a un truc que je trouve vraiment incroyable, c'est que si tu parles avec des gens, personne ne te citera jamais comme élément un peu fondateur l'arrivée de la Corée et le gros crash que ça a généré. Pourtant, quand tu as travaillé dans un magasin ou quand tu as côtoyé des gens qui étaient dans le business, ça a été un élément assez, vraiment très, très important. En fait, c'est fou, ces événements qui sont un peu passés sous le silence et qui, en fait, ont vraiment eu un gros impact sur tout le marché, en fait. Sab, il en parle un peu dans son interview aussi. C'est malheureux, mais ce qui s'est passé aussi, c'est que les industriels qui tenaient le marché, ils n'ont pas vraiment redynamisé le marché, ils n'ont pas vraiment boosté le marché. Alors, ils ont fait des profits, et tant mieux pour eux, hein, tu vois, ils vendent des rollers, ils ont des entreprises qui marchent, mais ils n'ont pas réalimenté, ils n'ont pas relancé la roue, tu vois, ils ont lancé la roue une fois, et puis ils ont attendu qu'elle s'arrête, quoi. Et malheureusement, ça s'est passé comme ça. Tu avais Rollerblade, voilà. Et puis après, tu n'avais pas vraiment de compétition. C'était pas vraiment un sport. C'était plus une mode. Et nous, c'est ça qu'on a essayé de changer et que je pense qu'on a réussi à faire. C'est qu'on a transformé un peu le roller, qui était une mode,
un effet de mode à un sport où il y a des athlètes qui s'entraînent, il y a des profs, il y a des clubs, il y a un vrai écosystème solide et des bases, des vraies bases qui permettent voilà, de gérer ça sur le long terme. Avant ça, c'était quoi? Il y avait le marché fitness, où il y avait les randos, et puis il y avait le marché junior, et puis c'est tout, quoi. Il y avait pas vraiment d'autre chose. Donc, en gros, nous, ce qui a changé quand on est arrivé sur le marché, c'est qu'on a, et Powerslide aussi, il faut quand même leur attribuer ça, c'est que c'est depuis ces années-là où tu as les grosses entreprises qui sont parties, le marché, maintenant, il appartient aux riders. Et c'est une différence fondamentale, c'est que nous, évidemment, on est entrepreneur, on essaie d'avoir une entreprise qui marche, etc. Mais avant tout, on est pratiquant et passionné et concerné par le bien-être de notre marché. Et on fait tout ce qu'on peut pour dynamiser, pour pérenniser, alors on va dire le marché, mais en réalité, c'est de faire en sorte que les gens roulent. Nous, c'est ça notre credo, en fait, c'est de faire rouler les gens parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, peut-être que je roule moins, mais j'ai cette satisfaction personnelle de faire en sorte que les gens roulent bien. Et du coup, oui, marché. Si tu fais rien pour ça, lancement, croissance, maturité, déclin, voilà, là, ce qu'on t'apprend à l'école, hein, c'est qu'au bout d'un moment, si tu fais rien, ça se pète la gueule. Hein, quelque part, c'est normal. Alors oui, c'est dommage, ça a été hyper brutal. Ça a fait mal à beaucoup de monde. Voilà, le marché, c'était pas forcément un gros marché solide avec des gens qui étaient expérimentés. Donc, il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui ont ouvert des shops, mais qui savaient pas forcément comment ça marchait le business. Enfin voilà, ils ont fait des erreurs aussi. Et puis des dominos, tu vois, il y a des effets de chaîne, quoi. Et puis au final, il y a un marché saturé. Et puis voilà, lui, il commence à baisser le prix pour vendre son stock. Et puis lui, il baisse encore plus. Les produits, on va pas essayer de faire mieux, on va essayer de faire moins cher. Et puis du coup, les patins, ils sont pas confortables. Les mecs, ils achètent leur paire une fois, ils roulent une fois, ils arrêtent de rouler parce que c'est pas confortable, parce qu'ils se pètent la gueule, parce qu'ils arrivent pas à rouler. Et c'est normal. Enfin, tu vois, c'est quelque part, rétrospectivement, c'est pas une surprise en fait. Évidemment, ça aurait été dur à anticiper. Ça a été dur à anticiper. D'ailleurs, ça s'est pas anticipé. Si tu regardes a posteriori, ça a du sens en fait. Quelque part, ça a donné une chose bien, c'est qu'aujourd'hui, les riders tiennent l'industrie et nous, je pense qu'on fait pas les mêmes erreurs, tu vois. Même si, voilà, il y a eu un gros boom avec le Covid, du roller, des sports outdoor, des bikes, des vélos, machin. Il y a c'est difficile en ce moment. Là aujourd'hui, 29 mars 2023, le marché il est difficile. Il y a eu des effets de chaîne, il y a une saturation du marché et tout ça. Mais il y a quand même une différence qui est quand même, à mon avis, fondamentale, c'est que voilà, on est concerné par à apporter des nouvelles choses, continuer d'innover, continuer de faire rouler les gens, et non pas juste tracher le marché et faire moins cher et puis vendre à GoSport pour écouler les stocks, quoi, ou vendre à vente privée, tu vois. Ouais. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment tu passes de je roule avec Seb, on fait des compètes, tout ça, c'est cool, à je m'associe avec Seb et c'est parti, on monte notre business et voilà. C'est quoi l'enchaînement qui fait que tu rejoins Seb et que vous commencez au départ à distribuer les patins et puis après à faire les patins? Comment Ouais. ça? Ouais, faut savoir que Seb, on roulait beaucoup avant tout ça, même toi, tu nous connaissais, même Alex aussi, je crois, on se connaissait déjà. Et avec Seb, on avait déjà vadrouillé, on avait déjà été aux quatre coins du monde, on avait déjà fait pas mal de trucs ensemble. Je me souviens, on avait été à Cape Town, on avait fait une compète Red Bull en descente, on avait déjà fait plein de trucs ensemble, on se connaissait bien, on roulait bien, on était déjà potes. Moi, je savais que je voulais être dans l'industrie et j'ai eu la chance de trouver ma voie. Lui, en tant qu'athlète, il a eu une autre opportunité. C'est-à-dire que voilà, il a eu l'opportunité d'être sponsorisé et quelque part, il a dit moi je vais commencer mes patins, mais il faut que ça soit des patins qui me conviennent, sinon je peux pas rouler avec. Donc moi déjà, j'étais dans l'industrie et lui, il a eu l'opportunité d'aller vers carrément. Moi, j'avais pas touché aux usines. Enfin, j'avais quelques contacts avec les usines de par Nike Boer parce que je travaillais, parce que j'étais en lien avec les commandes et tout. Mais lui, il a été là-bas en Chine. Il a visité les usines, il avait les contacts et tout ça. En parallèle, même
je sais pas si je dois le dire ou pas, mais à un moment, ça a été une option de faire en sorte que Seb soit une des icônes de la marque Nike pour mon projet, tout ça. Donc, tu vois, on avait déjà cette idée de collaboration, on avait déjà des projets communs potentiellement. Même au début, il voulait que je sois son agent. Enfin, tu vois, on avait déjà une ambition. On avait créé avec Olivier Pinero, on avait déjà une asso. On avait organisé des événements, on avait déjà fait des trucs ensemble. Pareil, lui aussi vivotait du roller, donc quand il y avait des castings, des trucs comme ça, il était là. C'était souvent Seb et moi qui étaient pris sur les tournages. On se retrouvait tout le temps sur les tournages. Enfin voilà, il y avait déjà on faisait déjà des trucs ensemble en fait, en réalité. Moi, quand j'ai lancé ça, j'ai essayé de le rabattre chez Nike, ça n'a pas vraiment marché parce que lui, il a eu l'opportunité de produire. Donc, en parallèle, où moi, finalement, je me suis retrouvé à vendre des produits chez Nike, lui, il était déjà en train de lancer son projet. Les choses se sont bien concordées. En gros, lui, il a fini de développer son patin en 2005. Et moi, j'ai à peu près fini de vendre, enfin, pas que moi, hein, évidemment, mais Nike avait fini à peu près de vendre les patins en stock. Et c'était plus ou moins clair que le projet Nike, voilà, il allait s'arrêter à plus ou moins long terme. Donc, moi, j'avais regardé, j'avais eu des contacts pour continuer à bosser chez Nike France et tout. J'avais cette opportunité-là. Mais en réalité, Seb, il m'a débauché. Il a vu que j'étais un peu le catalyseur dont il avait besoin pour Universkate, donc on s'est mis d'accord. Moi, je lui ai dit ok, je veux bien venir, mais il faut que voilà, on soit associés, on soit partenaires et tout. On fait ça. Donc oui, c'était lui l'icône et c'était lui qui avait développé le projet, etc. Donc c'était lui le fondateur d'Universkate, mais en même temps, moi j'étais le catalyseur. Donc on a toujours fait une bonne équipe. Quand on allait sur les championnats de France de slalom, on faisait le championnat de slalom en double. On faisait toujours tout ce qu'on avait fait ensemble, on l'avait bien fait. Ça avait toujours bien marché. On connaissait, on savait tous les deux qui on avait en face. Et donc il m'a simplement débauché. En fait, il m'a dit bah vas-y, viens chez Universkate, on va faire un truc. Et puis moi à l'époque, je rentrais d'Allemagne, j'avais pas d'impératifs familiaux, j'avais un peu d'argent, tu vois, comme j'avais un peu économisé à droite à gauche, tu vois, avec Nike machin. Je pouvais me le permettre. Et c'est d'ailleurs un conseil, j'en avais parlé avec mes potes de chez Nike. Je me posais la question, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Est-ce que je continue chez Nike? Est-ce que je me mets à mon compte? Et c'est Monica Mayer qui m'avait donné un bon conseil, et d'autres d'ailleurs, parce que j'avais discuté, et qui m'a dit, écoute, t'as rien à perdre, c'est le moment de le faire. T'as pas d'enfant, t'as pas de famille, t'as pas de charge, t'as rien qui t'empêche. Coup, je me suis associé avec Seb pour Universkate. Donc, c'était le tout début. Je crois que Seb, il avait fait une prod avant que j'arrive, ou c'était au pire la deuxième prod. Je crois qu'il avait fait peut-être une première vague, mais toute petite. Et à l'époque, il était encore chez sa mère. Il y avait des pères plein le salon. Enfin, c'était, c'était freestyle. Et du coup, il m'a dit, bon, bah, vas-y, viens. Et du coup, en 2006, je suis arrivé, je venais travailler chez sa mère dans sa chambre. Enfin, dans la chambre de Seb, évidemment, mais donc du coup, je venais le matin et puis on faisait des journées à bosser sur l'ordi. Le soir, on allait rouler, on faisait de la promo, on tournait, il y avait des vidéos, lui faisait déjà des trucs, on a lancé la machine comme ça, jusqu'à ce qu'on ait suffisamment d'argent pour louer un local. Donc, on a loué un local en 2007, je crois. On avait eu un stagiaire qui s'appelait J.E. Chapartegui, qui après a fait du roller foot aussi. Donc c'est lui qui nous avait aidé à trouver nos premiers locaux. Voilà, on avait 60 mètres carrés, on était les rois du monde, quoi. On avait notre stock, on faisait venir nos premiers containers et puis c'était parti. Mais grâce à Nike, voilà, j'avais un peu le package pour créer une structure de prix, pour faire des produits cohérents. Et puis Seb, grâce à l'usine, voilà, on avait des bons termes avec l'usine qui avait bien compris le potentiel du truc. À l'époque, évidemment, c'était à peine une niche, mais tu vois, c'était quand même quelque chose. Puis on a eu, les choses se sont bien combinées, quoi. On a eu le timing, ça s'est bien fait. Et puis finalement, évidemment, je regrette pas puisque ça fait depuis 2005, depuis 2006 qu'on en est là, donc ça fait presque 20 ans que Universkate, ça va faire 20 ans Universkate, quoi. Donc c'était le bon choix, quoi. Ouais, effectivement, je crois que j'ai testé votre première paire qui s'appelait à l'époque effectivement Universkate. Oui. Ça s'appelait pas Seba encore. Oui, exactement. J'ai dû tester votre première paire en 2004 ou 2005 dans ces eaux-là. Ouais, probablement. Moi, je me rappelle Seb qui était parti avec un des premiers protos. J'étais un jour par hasard chez Hawaii Surf et il était venu voir Eric avec une des premières paires et tout. C'était rigolo, quoi.
Ouais, ben Eric, il a été là depuis le début. Ça a été un des premiers à nous soutenir. Il y avait Eric, mais il n'y avait pas que lui. Il y a eu aussi Olivier Husson, Nomade. Il y a eu, voilà, il y a eu les Français ont quand même bien joué. Il y a eu quelques Italiens aussi qui étaient là depuis le début. Il y avait Inertia aussi, Mathias Saou. Il y avait, enfin voilà, il y a eu des gens qui nous ont soutenus depuis le début. Le fait qu'il y ait ce genre de produit-là, ça a aussi poussé un peu les quelques riders à devenir entrepreneurs, à monter leur propre shop, à faire un peu de distribution. Donc, on a créé un écosystème en fait avec ça. Et puis petit à petit, ça a grossi évidemment. On a réinvesti, on gagnait que dalle parce que quand je suis parti de chez Nike, pour Universkate, j'ai travaillé on a travaillé comme des dingues. On travaillait tous les week-ends, tous les jours, toutes les semaines pendant des années. On a fait que ça. Et pour une bouchée de pain, quoi. Moi, heureusement, j'avais un peu des, des réserves, Seb aussi. Et petit à petit, bah voilà, on a commencé à pouvoir se payer un peu. Et puis, mais on a réinvesti tout, quoi. À chaque fois qu'on achetait un container, on le prévendait. Et puis, avec l'argent qu'on récoltait, on rachetait un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et puis, il a fallu, voilà, réinvestir à fond, quoi. Et puis, voyager, faire la promo, etc. Donc, ça a été beaucoup de travail, mais c'était pas du travail parce que c'était notre passion. On adorait, tu vois. Donc au Ça me final. rappelle des trucs. Ouais, bah oui. Un peu plus tard, mais moi, je vous ai toujours, à l'époque de Flâneur, je vous ai toujours considéré comme les grands frères. Et d'ailleurs, vous nous avez beaucoup aidés, Ouais. beaucoup aidés aussi. Enfin, vous étiez les grands frères, quand vous étiez ceux qui avaient réussi, d'ailleurs, les seuls du roller que je connaisse qui ont vraiment réussi, quoi, à faire une marque. Et, ouais, on a eu de la réussite. Slide, hein. Ouais, bah avant, mais je les connaissais pas. C'est des profils un peu similaires, mais en France, je les connaissais pas. On faisait pas du roller ensemble, tu vois. C'est ça. Mais il faut mentionner la génération avant nous, Toto Gali, Vince Isaac. C'est eux les. Ouais. Et évidemment Eric Gros qui a fait quand même beaucoup de développement de produits. Bon, il y a eu Templar qui a fait des trucs aussi. Moi, j'étais pas trop, je les connaissais pas trop Templar, mais il faut reconnaître qu'il y avait quand même une génération avant nous. Out, Toto Gali, tu vois, c'était quand même à l'époque, c'était déjà un peu un modèle pour nous, tu vois, de voir qu'il y avait ça. Même si à l'époque on les connaissait pas bien. On essaie d'attraper Toto pour faire une interview avec lui. On espère bientôt. Prends Toto et Vince en même temps, ils vont te raconter des histoires. Mais là, il va falloir faire 4 épisodes. Non, mais voilà, donc eux, ils ont été, voilà. Et après, effectivement, Flâneur, ça a été, même pour nous, c'était super bien de voir le succès que vous avez pu avoir et que Flâneur a toujours, parce que ça nous a montré que voilà, on pouvait, en tant que rider et passionné, vivre de notre passion dans l'industrie et surtout tenir l'industrie. Et quand tu vois la révolution que Flâneur a pu apporter aussi, parce que nous aussi, on a un peu révolutionné le marché, on a révolutionné, bon, pas nécessairement le business à proprement parler, même si voilà, on a apporté beaucoup de choses, voir comment les riders tiennent l'industrie et tout. La French Connection, quoi. Quand on voit Flâneur, quand on voit Toto, Vince, nous, voilà, on a quand même une part importante dans l'industrie du roller, quoi. Donc ça fait quand même, ça fait plaisir de faire partie de ça, quoi. Effectivement, le souvenir que j'ai des débuts de votre marque, c'est une marque de riders faite par des riders. Bah oui. Et ça, à l'époque, ça détonnait un petit peu parce que finalement, ils n'étaient pas si nombreux. C'était plutôt des grands groupes de ski, type Rossignol, Salomon, ou alors même, je me souviens qu'il y avait Ed, par exemple, dans le tennis, qui avait investi. Donc on était sur des gros groupes qui investissaient là-dedans et pas des gens qui avaient cette culture du roller. Et vous faites un peu partie des premiers qui ont cette culture-là. Bah oui. Ouais, mais ça, c'est aussi peut-être lié à la descente, où on a la culture un peu, en descente, on partage pas mal de choses avec la culture skate. Et c'est vrai qu'on a peut-être indirectement été influencé par ça, ou en tout cas, on a vu un peu que dans l'industrie du skate, c'est les skateboarders qui tiennent l'industrie du skateboard. Et c'est vrai que moi, je me suis souvent posé la question, pourquoi mais parce que le roller était plus jeune aussi, tu vois. Il a fallu une certaine maturité du marché du roller pour que les riders puissent prendre la place, puisqu'au début, c'est pas forcément le rider un peu à l'arrache qui va pouvoir faire quelque chose. Au début, c'est forcément quelqu'un qui a des moyens financiers
une ambition pour lancer un truc. Enfin, ça aurait été difficile de lancer, tu vois, le roller comme ça en tant que voilà. Moi, je suis Grégoire Pinto, j'ai 3 peanuts sur mon compte. Seb aussi, on va mettre 4 peanuts à nous deux ou 6, voilà. Ça aurait pas été pareil s'il n'y avait pas eu déjà quelque chose. Il a fallu rollerblade pour, tu vois, pour lancer un peu, pour voir que ok, il y a un marché. Mais du coup, ça a généré d'autres géants. Et puis il a fallu que voilà, il y ait une dégringolade pour un peu faire de la place. Moi, je me souviens que quand Salomon est parti et que quand nous on est arrivés, on était souvent assimilés à Salomon. Tu parlais tout à l'heure du frisket, etc. C'est vrai qu'on nous a souvent pris pour le nouveau Salomon, et c'est vrai que les gens qui cherchaient du Salomon, il n'y avait plus de Salomon, ils sont souvent venus vers nous. Donc c'était une espèce de chance, quoi. Bah oui, les choses se ça sont... Ça s'est bien tombé, le timing était pas mauvais. Le timing était bon, mais en même temps, c'est les choses de la vie. Enfin, tu vois, ils sont partis. C'est normal qu'il y ait quelqu'un d'autre qui prenne la place. Et ils seraient restés, ça se serait peut-être pas passé de la même manière, quoi. Vous arriviez quand même dans un contexte qui n'était pas si évident que ça. Ah non, mais nous, tout le monde. Alors là, après, c'était en période de repli du marché complet, quoi. On n'a pas arrêté de nous dire que c'était impossible. Hein. Mais ça, c'est le truc classique des startups. En fait, les startups qui marchent super bien, c'est celles qui se montent dans les crises. C'est le truc très classique des boîtes qui commencent, celles qui commencent dans les crises et qui performent. Elles ont des super chances c'est parce que c'est des gens qui sont créatifs et qui savent comment naviguer dans le marché, quoi. Ouais. Après, ça, c'est l'expérience un peu de Seb et moi, mais je me souviens, enfin, Seb, il a créé beaucoup de choses, notamment des figures de roller, et je me souviens souvent que, par exemple, les wheelings, tu vois, à l'époque, tu vas faire un wheeling sur 20 plots en slalom, tout le monde te dit, mais non, mais c'est impossible. Et Seb, wheeling arrière, mais non, mais personne va jamais réussir à faire le wheeling arrière, c'est impossible. Et Seb, il arrive, il te pète le wheeling arrière direct. Et tu vois, Seb, il avait cette force de se dire, ok, bon, les autres, ils n'y arrivent pas, moi, je m'en fous, je le fais. Et moi, j'étais un peu dans cette, moi, je partage ça un peu aussi, c'est que les autres, ils font ce qu'ils font. Moi, je fais mon truc, je m'en fous, tu vois. On avait un peu cette culture-là de se dire, ok, les autres, ils disent qu'ils n'y arrivent pas, très bien, s'ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas. Mais nous, on a confiance en nous, on pense qu'on peut y arriver. Moi, j'avais cette confiance aussi de savoir que si j'aime ce que je fais, je le fais bien. Et ça, c'était un peu l'expérience aussi voilà, c'est une des choses dont je suis parti chez Nike. J'ai su que si je faisais quelque chose qui me plaisait, je le savais avant, mais ça l'a confirmé, tu vois, j'ai pu avoir cet accomplissement personnel, et Seb aussi, où on s'est dit, écoute, nous, on sait que si on le fait, on peut avoir confiance en nous. Ok, il faut travailler. Ok, il faut le faire de cette manière. Ok, tu vois, il y a des choses à faire. Mais on a cette confiance en nous qu'on peut y arriver. Et puis, on avait aussi un réseau. Seb, il avait voyagé partout, il était connu. Moi, j'avais des contacts aussi. On avait le bon timing. On était bien synchronisés. On était complémentaires. On était une bonne équipe. Vous aviez des produits aussi différenciants quand même par rapport aux autres. Hein. Oui, on avait notre histoire, quoi, tu vois. Et finalement, pour nous, on n'a pas tout fait d'un coup, on avait déjà fait plein de trucs avant, et c'était quelque part une continuité, même si c'était nouveau, c'était quand même une continuité quelque part, hein. Donc, ou en tout cas une chose logique pour nous, en tout cas. Et puis, quand tu fais bien les choses, ça marche. Il n'y a pas de secret. Tu travailles, tu fais bien. À un moment, tu vas y arriver. Hein. Ouais, c'est ça le truc, c'est que tout à l'heure on disait que les marques c'était surtout des gros groupes et tout. Moi je me rappelle, j'ai des souvenirs de ma période de street dans les années 90. Les streeters ils montaient des marques de roller, hein, ils montaient leurs marques de roues, de fringues, etc. Mais certainement que c'était pas le bon moment, qu'ils devaient gérer ça n'importe comment parce qu'ils étaient trop jeunes et que ça marchait pas. Mais il y avait plein de marques qui s'étaient montées, de plein de streeters, pas que John Julio, il y en avait plein d'autres, tu vois. Ouais. Mais ça n'a pas marché. Oui, après, moi, j'ai eu la chance d'avoir l'expérience, et Seb aussi. On avait tous les deux, on avait chacun nos atouts, et c'est ce qu'il fallait, quoi. On s'est bien trouvé, on avait la même ambition, la même volonté, et puis, voilà, on l'a fait, quoi. Si maintenant on regarde un peu, non pas derrière nous, mais devant nous, comment est-ce que tu vois, toi, l'évolution du roller dans les années futures? Toi qui es dedans. Surtout en ce moment, c'est dur à dire. En tout cas, en ce qui nous concerne, on a une recette, notamment par l'innovation. Nous, on s'est beaucoup fait copier. À l'époque, avec Universkate,
Même à l'époque, quand on était sponsor Technica, tu vois, on leur disait, voilà, il faut mettre un slider abrasive pad, il faut ci, il faut ça. Ah non, c'est pareil, c'est impossible, ça marche pas, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça. On le fait quand même. Et puis finalement, les autres l'ont fait. On a eu des marques même qu'on fait pire que nous copient. Enfin, il y en a, enfin, ça arrive encore, c'est que certaines marques nous copient, mais copient conforme. Enfin, ils essayent en tout cas, sauf qu'ils veulent faire moins cher, donc ils font de la merde. Nous, en tout cas, une des réponses pour continuer à développer, c'est d'avoir des bons produits. Déjà, c'est la première chose, c'est que si tu fais des bons produits, déjà, a priori, il y a des gens qui vont en vouloir. Donc déjà, ça, c'est une première chose. Ensuite, l'effet de mode, il est bien, il est important. Surtout, voilà, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, encore plus. Maintenant, nous, encore une fois, on a beaucoup travaillé sur les piliers, on a la structure fondamentale, on a voilà, des partenariats avec la Fédé pour donner des cours, les clubs. On essaye de pérenniser des circuits de compétition. On essaye de promouvoir notre sport. Donc nous, en ce qui nous concerne, peut-être qu'on ne représente pas, on a d'ailleurs pas vraiment représenté le roller dans sa globalité. Si tu regardes Universkate, on peut être considéré comme leader en termes d'innovation, en termes de voilà, on a une certaine place en termes de marché du roller. Même si on est une entreprise, voilà, on fait quand même un certain chiffre d'affaires. On pèse un peu, on va dire. Si tu regardes par rapport au marché du roller en lui-même, on n'est rien, quoi. Donc le marché du roller, il faut le définir déjà, le marché de Decathlon ou le marché de Universkate, tu vois, le marché roller estimé par Decathlon, il est à 6 milliards d'euros par an sur le monde entier, en comprenant les protections et le matos de Protec. Ouais. Donc nous, on est évidemment très très loin de ça, tu vois. Donc on reste une niche. Et je pense que Rollerblade aujourd'hui, je sais pas s'ils sont 40, 50 fois plus gros que nous, tu vois. Enfin, je sais pas combien. Moi, j'ai pas les chiffres. T'en sais peut-être plus que moi, Alex, là-dessus. Mais même si j'ai une petite idée, mais même Powerslide, tu vois, on est des acteurs majeurs, mais quel marché du roller on représente? Tu vois, peut-être que les autres qui vendaient pas en 2006. Tu parlais tout à l'heure de Ed. Quand j'ai quitté Nike, j'ai négocié pour reprendre la distribution, enfin pas la distribution, pour faire agent pour Ed. Donc en 2006-2007, j'ai en parallèle, puisque Universkate a vendu Seba, mais en parallèle, on a toujours été distributeur multimarque. Depuis le début, on a toujours vendu les roues de Giro. Aujourd'hui, on distribue Demskate, etc. On a toujours été multimarque. On a nos marques à nous, mais on distribue aussi les autres. Et quand on a essayé de vendre Ed, alors que bon, voilà, j'avais des compétences quand même commerciales qui avaient été avérées, j'avais plus de mal à vendre les rollers Ed que les rollers Seba ou Universkate à l'époque. Le marché Ed, bah ouais, le marché Ed, il s'est pété. Enfin, il est tombé clairement. D'ailleurs, il y a plus de rollers Ed à l'époque. Enfin, il y en a plus maintenant. Mais Universkate, on est toujours là. Donc, et c'est pareil pour les marques de skate. Peut-être que le skateboard est complètement tombé. Il y a eu des gros booms et après des gros bams. Mais il y a quand même des marques voilà, qui à leur échelle. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir quand même des entreprises qui sont pérennes et qui continuent d'apporter des innovations et continuent de faire vivre le sport. Donc le marché du roller, comment il va évoluer? J'ai pas la réponse. Moi, ce que je peux dire, c'est que voilà, nous, on essaie de continuer à faire les choses, à les faire bien, à amener de l'innovation, à sponsoriser, à dynamiser, à faire vivre notre passion aux autres, quoi, à partager en fait. Et moi, j'ai toujours vendu comme ça. Voilà, j'essaie de faire en sorte que ça soit un bon deal pour la personne en face. Et tant qu'on arrive à faire en sorte que les gens, les patineurs puissent acheter des bons produits, qu'ils puissent s'amuser, s'exprimer, se trouver et vivre un peu ce que nous, on a vécu en tant que rider, je pense que ça va continuer. Après, il y aura peut-être des innovations comme Flanners a pu être un game changer, comme, je sais pas, on parle du roller électrique, etc. Donc, il y a peut-être des choses qui arriveront avec plus ou moins de réussite, j'en sais rien. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, voilà, on continue à travailler, à pousser, à dynamiser. Bon, voilà, après, le marché, le marché, il est ce qu'il est. Nous, on a toujours été en décalage un peu du marché. J'espère que ça continuera bien, quoi. Il n'y a pas de raison, quoi. Et le quad, comment tu vois ce retour du quad et
cette nouvelle population qui arrive et qui fait qui se met au roller en fait? Bah écoute, très bien. Franchement, c'est super cool. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de choses bien. Il y a Moxie qui a fait des choses vachement bien aussi. Vous avez fait beaucoup avec Flanners. Nous, avec Luminous, on a quand même apporté aussi un produit qui permet d'appréhender, qui permet donc c'est des roues lumineuses avec un spectre. Voilà, donc quand tu roules, t'as des lumières, t'es vu. Donc il y a un aspect sécuritaire, il y a un aspect tu peux rouler sur la rue. C'est comme si tu peux rouler dans la rue et être vu. Voilà, les gens te regardent, même ça génère quand même un certain enthousiasme. Et le quad, c'est pareil, tu vois, ça a bénéficié quand même de cette. Il y a eu l'effet de mode quad. C'est très bien qu'il soit là. Je trouve que c'est super cool. Et comme je l'ai dit au tout début, pour moi, ça fait pas de distinction que tu fasses du quad, que tu fasses du inline, 3 roues, 4 roues, 5 roues. Pour moi, c'est la même chose. Peu importe la pratique, si j'ai envie de faire du quad demain, vas-y, moi je fais j'en fais un peu encore, tu vois. Et c'est super cool qu'il y ait du quad. Je pense que les consommateurs de quad, à un moment, ils ont peut-être besoin d'acheter une paire de inline pour aller plus vite, pour se déplacer, pour etc. quoi, tu vois. Donc non, c'est vachement bien qu'il y ait eu ça. C'est toujours bien pour la roulette, quoi. Écoute, là, je pense que on parle depuis pas mal de temps. Ouais, c'est vrai que c'est passé vite, hein, c'est pas mal. Ouais, on pourrait parler encore. Voilà, on pourrait quand même encore parler pas mal de temps, mais avant de s'arrêter, là, on a une question rituelle qui est en fait une tribune libre. Donc en fait, à toi la parole. Qu'est-ce que tu as envie de passer comme message? Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux auditrices et aux auditeurs de Balado Roller? Je vais essayer de faire simple, mais je voulais juste, je voulais porter tribune ou en tout cas mettre le roller en général en avant. Je trouve qu'on a de la chance tous de faire partie de ce milieu-là. On est tous impliqués d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup de gens qu'on pourrait tous remercier. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent profiter un peu de notre travail collectif, même de vous, ce que vous faites. C'est difficile de remercier une personne ou une autre. Donc, je pense juste qu'on a de la chance de faire partie de cette communauté-là, qu'on continue tous à faire tourner la roue. Voilà, on a de la chance de faire partie de ça et qu'on mette tous un peu la main à la pâte ou le pied dans les rollers, plus exactement, pour essayer de partager notre passion. Et voilà, je pense que tout le monde se reconnaîtra un peu là-dedans, j'espère. Et comme ça, j'oublie personne. Un super mot de la fin. Hein. Ouais, non, c'est avec le cœur. Ouais. Merci Greg, en tout cas, c'est cool. Ouais, merci beaucoup Greg. C'est super. En plus, ce que je trouve génial, c'est que comme on a interviewé Seb et toi, on a les deux faces de l'histoire d'Univers Skate et tout. C'est très cool de voir les deux points de vue. Ça, c'est vraiment très très chouette. Ouais, et puis l'avant qui était hyper important aussi pour comprendre comment ça se construit et comment ça on en arrive là et la complémentarité qu'il pouvait y avoir entre vous deux. Ouais. Bah écoute, il faut, y a pas de secret, faut croire en soi, et faut bosser, faut bien faire, et puis ça marche, hein, c'est tout, c'est ça. Hein. Mais en tout cas, c'est cool aussi d'avoir pu partager ça avec vous. Ça faisait un certain temps qu'on en avait parlé, Alex. On a déjà même avec Walid, on a beaucoup discuté. Voilà, on se connaît bien, et puis ça fait plaisir de partager ça avec vous et de faire ça ensemble. Donc merci à vous. Encore une fois, on va dire à nos auditrices, à nos auditeurs de regarder les prochains épisodes qui vont venir parce qu'on a encore plein de belles interviews. On espère avoir Toto Gali bientôt. Hein. Et on a plein de choses qui arrivent et ça va être super. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis à la prochaine sur les roulettes. Yes. À la prochaine sur les roulettes.